Bonjour, 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 bonjour. Chers Gabonais, voilà, nous continuons le travail de sensibilisation de nos compatriotes par rapport à la situation dans laquelle notre pays, le Gabon, se trouve. Donc, je vais essayer de faire un résumé de la situation économico-sociale de notre pays. Bien qu'étant pas un économiste, je vais juste parler des éléments que nous avons lus ici et là, des analyses qui ont été faites par des experts reconnus et également par ceux que nous recevons de la part des Gabonais. Bon, je sais pas, je vais enlever le masque. Bon, je pense que tout le monde a plus ou moins connaissance du chiffre concernant la dette du Gabon. La dette du Gabon, en janvier 2021, s'élevait à 6 423 milliards de francs CFA. Et cette même dette, en juin, juillet, août 2009, lorsque le précédent dictateur Omar Bongo est mort, cette dette se situait aux environs de un peu plus de 1100 milliards de francs CFA. Donc le rapport il est simple, hein. Entre 2009 et janvier 2021, la dette du Gabon a été multipliée par 5. Ce qui est déplorable dans ces chiffres, c'est que les personnes qui ont usurpé le pouvoir, qui ont kidnappé le pouvoir, qui ont kidnappé les institutions, qui ont kidnappé la gestion des affaires publiques de notre pays, ont du mal à convaincre et ont du mal à donner les raisons pour lesquelles notre dette a explosé littéralement entre 2009 et 2021. Le problème que nous avons à l'heure actuelle, c'est que ce qu'il faut comprendre, parce qu'il y a beaucoup de Gabonais qui font pas attention, ou peut-être qui n'ont pas la bonne information. Lorsque le FMI vient chez vous, le FMI n'a pas pour ambition de développer le pays. Le FMI ne vient pas pour t'aider à développer ton pays. Quand le FMI vient chez toi, c'est parce qu'il vient combler ton découvert. Donc, quand tu dois 100 francs, que tu n'as pas les moyens de rembourser tes 100 francs, le FMI vient, il te prête, 150 francs. Tu rembourses les 100 francs que tu dois, mais tu dois encore rembourser les 50 francs qu'il t'a donné en plus. Donc, c'est un exemple assez élémentaire, c'est un exemple assez bête pour faire comprendre aux gens que lorsque vous avez entendu Osuka, vous avez entendu Kogebe Kale dire que oui, le Gabon se porte bien. La preuve, nous avons remboursé récemment 1000 milliards. Ok, vous avez remboursé 1000 milliards. Mais ce que ces gens-là ont du mal à vous dire, c'est que pour rembourser 1000 milliards, ils ont dû emprunter 1400 milliards. C'est-à-dire que on rembourse de l'argent avec de l'argent que nous empruntons. Et bien évidemment, qui nous emprunte cet argent, c'est le FMI. Ce qu'on ne veut pas également vous dire, c'est que le poids de la dette du Gabon représente quasiment 76% de notre PIB. C'est-à-dire que nous sommes à un taux qui n'est pas recommandé par les institutions internationales. C'est un taux extrêmement élevé. Donc,
ce qui est incompréhensible avec ces personnes-là, c'est que ils nous font comprendre qu'ils ont adopté des réformes pour la gestion des fonds publics. Mais les réformes, on a des réformes pour la gestion des fonds publics. Mais malheureusement, dans la réalité, nous ne sentons pas l'efficacité de ces réformes. Les Gabonais sont toujours aussi pauvres et par la même occasion, on nous fait, on installe au Gabon des mesures liées bien évidemment à la pandémie de la Covid-19, mais on empêche le bas peuple de travailler. Je suis désolé, au Gabon, tout le monde n'est pas fonctionnaire. Tout le monde ne travaille pas dans le secteur privé. Il y a beaucoup de Gabonais qui vivent du secteur informel. Donc, lorsqu'on empêche ces Gabonais lambda de pouvoir subvenir à leurs besoins, de pouvoir participer au développement de leur pays, bien qu'étant dans le secteur informel, on crée le mécanisme d'une explosion sociale. C'est les mécanismes d'une explosion sociale. Il n'y a pas longtemps, la nouvelle ministre putschiste de l'économie a fait un cours théorique sur l'endettement du Gabon. Mais Madame Robouti, faire le cours théorique sur l'endettement du Gabon, tout le monde le sait, il y a des élèves, des étudiants de l'université de l'UOB qui sont en fac d'économie, qui connaissent ce cours par cœur. Mais Madame Robouti, il faudrait aussi également donner aux Gabonais les bonnes informations. Dites-leur pourquoi nous sommes passés en 12 ans de 1200 milliards de dettes à 6400 milliards de dettes. Et si on emprunte pour investir, si on emprunte pour développer, bien, la dette en tant que telle ne constitue pas un problème en soi. Mais lorsqu'on s'endette et que derrière on ne développe pas le pays, que derrière on ne participe pas à la construction des infrastructures qui permettraient de transformer nos matières premières dans notre pays, ben, Madame Robouti, vous êtes dans le faux. Vous êtes dans le faux. Vous êtes dans le faux. Parce que nous nous souvenons que lorsque le FMI est venu pour la première fois, enfin pas la première fois, quand on dit la première fois, c'est la première fois après l'élection usurpée d'Ali Bongo, nous accompagner dans la restructuration de nos lettres et dans la restructuration de notre économie, le FMI avait préconisé plusieurs points. Bon, j'en ai oublié certains, mais les points qui m'ont le plus frappé concernaient le développement des infrastructures de pointe. Comment il se fait que nous sommes un pays qui regorge d'énormes ressources minières qui ont une valeur ajoutée énorme. Nous sommes producteurs de manganèse. Le manganèse, je suis désolé, n'est pas transformé au Gabon. La valeur ajoutée que nous pouvons tirer du manganèse, cette valeur ajoutée est faite par les étrangers. C'est-à-dire quand nous vendons le manganèse à Eramet. Parce que c'est Eramet qui vend le manganèse sur le marché international. Nous n'avons pas d'usine de transformation du manganèse. Le pétrole du Gabon, la seule chose que nous savons faire, c'est le raffiner. Bon, ça, ce n'est pas l'œuvre d'Ali Bongo. La Sogara est là depuis bien avant qu'Ali Bongo ne soit là. Le bois. Les usines de transformation de bois qui sont en coque, je ne sais pas quelle est la valeur ajoutée que nous avons. Parce que jusqu'à preuve du contraire, quelle est la part du PIB, quelle est la part du bois dans le PIB du Gabon? Ça, malheureusement, j'ai pas trouvé le chiffre. Peut-être le chiffre existe, mais je pense il doit être insignifiant. Donc, en ce moment, les 3 ressources qui sont vendues à l'étranger et qui rapportent énormément d'argent au Gabon, la preuve, nous voyons tous les jours des wagons de manganèse qui partent de Mwanda, de Franceville. Nous voyons tous les jours du bois qui est vendu, mais malheureusement, nous ne voyons toujours pas le développement. La preuve, regardez à quoi ressemble Mwanda.
Regardez à quoi ressemble Mwanda. Le manganèse du Gabon est exploité depuis 1956. Bon, il y a des gens mal intentionnés qui vont me dire, écoute, John, c'est pas la Comilog qui doit arranger Mwanda. Bon, je suis désolé. Les taxes que nous percevons de l'exploitation du manganèse doivent revenir logiquement à la municipalité, à la province du Haut-Ogooué. Donc, si depuis 1956 que nous exploitons le manganèse de la province de Mwanda et que Mwanda ressemble toujours à un village, on se demande à quoi servent finalement les taxes que nous percevons sur la Comilog. La question est basique et la réponse va être basique. Malheureusement, nous n'avons jamais eu la réponse, mais la réponse, elle est connue. La Comilog ne sert pas à développer le Gabon. La Comilog ne sert pas à développer la commune de Mwanda. Mis à part, certains diront, oui, à Mwanda, il y a le collège Henri. Je suis désolé, si pour vous, l'hôpital de la Comilog qui est à Mwanda, pour vous ressemble à un hôpital de pointe, ben je pense qu'on a des problèmes. Si pour vous, le collège Henri Silvoz ressemble à, je sais pas moi, au collège Henri IV de Paris, c'est qu'on a un problème. On ne peut pas avoir des minerais à autant de valeur ajoutée et avoir aux alentours de la zone d'exploitation de ce minerai des bâtisses qui ressemblent à des bâtisses en terre battue. Je suis désolé, Mwanda ne ressemble à rien. Mwanda ne ressemble à rien, à rien, à rien. Par rapport à maintenant au côté pétrolier, Port-Gentil. Voilà, nous sommes toujours dans la même, quasiment depuis la fin des années 1950 qu'on exploite le pétrole dans la région Logoué-Maritime, de la Nyanga, du Moyen-Ogooué. Lorsqu'on regarde ces trois régions particulièrement, on a du mal à trouver le développement dans ces régions. Il y a un ami qui m'a dit que même le bâtiment Total à Port-Gentil, devant le bâtiment Total à Port-Gentil, ce n'est pas goudronné. Le sol est en terre battue, c'est de la terre rouge, comme on dit vulgairement. Donc je ne sais pas à quoi servent les ressources que nous avons dans notre pays si les Gabonais qui y vivent ne bénéficient même pas des retombées de cette exploitation. Le bois, n'en parlons même pas. Nous avons énormément d'écoles au Gabon qui sont toujours en terre battue, qui manquent de tables-bancs. Donc je ne sais pas à quoi sert le bois que nous exploitons au Gabon. Donc ce qui est déplorable, c'est que on a beau faire des examens de conscience, on a beau éveiller la conscience des Gabonais, mais malheureusement, en face de nous, on trouve toujours des Gabonais, malgré le fait qu'ils soient comment dire, dans la merde économiquement, socialement, qui ont toujours tendance à vouloir mettre à mal les éléments qu'on leur envoie. Par rapport au pouvoir, ils sont dans leur logique. Hein. Le but, c'est de faire en sorte que le maximum de Gabonais n'accèdent pas aux bonnes informations. Mais nous, malheureusement, nous, heureusement, nous allons faire ce qu'il faut pour que les Gabonais puissent avoir les bonnes informations. Donc, je veux dire, par rapport à la dette du Gabon, avec tous les éléments qu'on vous fournit, avec tous les éléments qui sont diffusés, publiés ici et là, nous avons de bonnes raisons de croire que la situation du Gabon pour l'année 2021 sera encore pire que les années précédentes. Pourquoi? Parce que le taux d'endettement du Gabon est toujours aussi élevé. Pour rembourser les 6400 milliards de francs CFA que nous devons, il faut énormément d'entrées d'argent. Et pour faire rentrer de l'argent, il faut que l'économie gabonaise fonctionne correctement. Bien évidemment, il faudrait également qu'il faille
arrêter la corruption. Ça, c'est un vœu pieux, ça ne sera jamais le cas, surtout avec les personnes que nous avons au pouvoir à l'heure actuelle. Francis Sikea est la personne, est l'émergent, le ministre putschiste qui s'occupe de la corruption et l'enrichissement illicite. Je ne sais pas quelles sont les personnes que M. Francis Keya a déjà convoquées dans son ministère, quelles sont les personnes qui ont été traduites devant la justice par rapport au détournement de fonds que nous savons depuis des années. Bon, on ne va pas parler des 3 oiseaux qu'on a vus à la télé, qu'on a envoyés récemment en prison par rapport à l'opération Mamba. Parce que ce qui est bien, c'est que lorsqu'on dit que telle personne a volé, on nous parle des centaines de milliards qui ont été détournés par ces personnes, mais malheureusement, on ne nous dit jamais quel a été le chemin emprunté par cet argent. Récemment, je pense que le Nigeria, après une bataille judiciaire entre l'État nigérian et le gouvernement suisse, la fédération suisse, l'argent que Sani Abacha avait détourné dans les années 1990, cet argent est retourné au Nigeria il y a 4 ou 5 mois. Donc il a fallu attendre plus de 15 ans pour que l'argent que le dictateur nigérian avait déposé en Suisse revienne à l'État nigérian. Donc les Gabonais qui ont détourné de l'argent, qui ont placé cet argent sûrement à l'étranger, dans des paradis fiscaux, lorsqu'il va falloir récupérer cet argent, je ne vous cache pas que la bataille judiciaire va prendre énormément de temps. La preuve, je pense que vous avez vu la procédure des biens mal acquis. La procédure des biens mal acquis est née vers la fin des années 2000, donc 2009-2010. Le scandale qui a éclaté au Gabon, en France, par rapport aux 33 résidences de la famille Bongo, qui ont été achetées bien évidemment avec l'argent des Gabonais. Les procès des procès qui ont été ouverts à cette époque, malheureusement, depuis là, nous n'avons toujours pas de résultat. Nous avons dénoncé, il y a de cela quelques années, l'achat par Ali Bongo, Akron Bessi et quelques amis à lui, du bâtiment qu'on appelle le Pozo di Borgo. C'est un bâtiment de 4500 mètres carrés, acheté à 100 millions d'euros et avec 100 millions d'euros de frais de rénovation. Donc c'est l'équivalent de 300 milliards de francs, l'équivalent de 200 milliards de francs CFA. Parce que c'est 300 millions d'euros, 100 millions d'euros à l'achat et 200 millions d'euros de travaux. Ça fait 200 milliards de francs CFA. Imaginez-vous ce qu'on peut faire avec 200 milliards de francs CFA au Gabon. Quand on sait que il n'y a pas longtemps, le ministre putschiste de l'éducation nationale, enfin ils sont nombreux, hein. C'était qui? Il n'y a pas longtemps, c'était Michel Menga, qui était venu dire des inepties, soit disant que la bourse, l'allocation de bourse que nous octroyons, enfin l'allocation de bourse que nous donnons à nos enfants, c'était des sommes très élevées qui avaient des incidences sur le fonctionnement de l'État. Lorsque j'ai regardé les chiffres, je suis désolé, il était dit que l'État gabonais dépensait tous les 3 ans l'équivalent de 50 milliards de francs CFA pour payer la bourse aux enfants. 50 milliards de francs CFA tous les 3 ans. Donc, quand on sait que le budget moyen du Gabon annuel, c'est de 2500 milliards. Donc, quand on dépense 50 milliards sur 3 ans, donc on dépense 50 milliards sur 7500 milliards, et qu'on on ose dire que pour attribuer
les bourses à nos enfants, il va falloir augmenter les critères d'attribution de cette bourse. Ben, je peux vous dire, je peux vous l'affirmer que c'est fait exprès. Pourquoi c'est fait exprès? C'est parce que le but des émergents est de faire en sorte que nos enfants ne puissent pas recevoir une éducation digne de cela. Le but est de faire en sorte qu'il y ait un génocide intellectuel au Gabon. Et ce génocide intellectuel a commencé depuis quasiment les années 2009. Certains diront, oui, à l'époque de Omar Bongo, c'était bien. On ne peut pas dire que c'était bien, mais on peut l'affirmer, excusez-moi le terme, que c'était moins pire. Parce que même à l'époque de Omar Bongo, même si on avait le minimum requis, mais on pouvait quand même aspirer à mieux. Depuis que le type est arrivé en 2009, il ne s'est pas passé une année sans qu'il y ait des grèves. Sans vouloir jeter la pierre sur les enseignants, parce que je pense que quand des enseignants prennent le soin de faire une grève, c'est qu'ils ont des bonnes raisons. Notamment la CONACYCEL, la dynamique unitaire, des personnes que je connais très bien, qui sont constamment sur le terrain, qui n'exercent pas dans des conditions optimales. Vous avez vu l'état de salles des classes de notre pays, les lycées et collèges, à quoi ils ressemblent. Ne parlons même pas des universités. Tiens, parlons des universités, parce que là, pas que je mélange tout, mais il y a tellement de choses à dire qu'on ne sait plus par quoi commencer et par quoi terminer. Sur le plan de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, ben, il manque tout. La CONACYCED avait évalué le manque d'infrastructures scolaires à près de 4000 salles de classe. 4000 salles de classe. L'AFD, l'Agence française de développement, l'agence qui est en charge de développer l'Afrique, comme par hasard, a signé une convention en 2016 avec l'État putschiste du Gabon. Cette convention à hauteur de 800 millions d'euros, dont 254 milliards, 800 millions d'euros, j'ai converti une partie de ces 800 millions d'euros qui étaient réservés au système éducatif et au système de santé. Donc il y avait quasiment 250 milliards pour rénover, je dis bien pour rénover et construire des nouvelles salles de classe. Et bien évidemment pour améliorer le système de santé. Par rapport au système, à l'éducation nationale, nous étions en attente à la rentrée de septembre 2017 des premières salles de classe à Libreville et Port-Gentil. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Nous étions en attente de ces salles de classe qui n'ont pas été livrées en 2017. Nous attendions en 2018. Ça n'a toujours pas été le cas. En 2019, ça n'a toujours pas été le cas. Et en 2020, ce ne fut toujours pas le cas. Comme par hasard, à tort ou à raison, il a fallu que la dynamique unitaire augmente le niveau de leur grève. Il a fallu que les résistants de la diaspora aillent faire énormément de sit-in devant l'AFD, et bien évidemment avec quelques coups d'éclat en entrant dans le bâtiment de l'AFD pour dénoncer les prêts toxiques de cette institution qui malheureusement finance des infrastructures dont on ne voit quasiment jamais le jour, pour que cette même institution, 5 ans après la signature de cette convention, commence à livrer quelques salles de classe. On ne va pas vomir sur tout. Quand les choses sont faites, il faut le reconnaître. Mais malheureusement, telles que les choses sont faites, elles ne sont pas faites correctement. Parce que nous avons toujours un déficit de plus de 4000 salles de classe. C'est pas parce que l'AFD va nous livrer une quarantaine ou cinquantaine de salles de classe en 2021,
alors qu'on attendait 500 salles de classe en 2017, je pense qu'il y a un problème. Et l'excuse de la Covid-19 ne passe plus. Ça ne passe plus. Parce que comme l'a bien signalé notre frère Aimé Victor hier, quand il a fait son live depuis Rennes, malgré le fait qu'il y ait la pandémie de la Covid-19, il y a des entreprises qui travaillent, il y a des constructions qui sont faites dans tous les pays du monde. Et paradoxalement, le Gabon qui a inventé, comme par hasard, la Covid-19, c'est le seul pays au monde qui est à l'arrêt. Voilà le problème dans lequel nous sommes. Sur le plan de l'enseignement supérieur, nous n'avons que 3 universités publiques en ce moment. Et ce chiffre, c'est l'UOB qui a été construit dans les années 70, l'USTM qui a été construit en 1986 et la faculté de médecine, je ne sais pas en quelle année, mais bon, en tout cas c'est avant les années 90. Nous n'avons que 3 universités. Donc la question qu'on se pose, c'est que lorsque le FMI arrive au Gabon et qui nous demande de satisfaire à certaines conditions, que nous n'arrivons même pas à satisfaire le 10e de ces conditions, c'est qu'il y a un problème. Comment pouvez-vous concevoir que à Port-Gentil, la capitale économique, la capitale du pétrole du Gabon, il n'y ait pas d'université. Il n'y a pas d'université à Port-Gentil. Il n'y en a pas. Même l'école de commerce qui avait été, dont la construction avait été initiée dans les années, fin des années 2000, début des années 2010. Cette école, à l'heure actuelle, nous n'avons que, je crois que la première pierre ou quelques bâtiments qui ont été montés. Malheureusement, ça n'a pas été achevé. À l'UOB, n'en parlons même pas, c'est quasiment le désordre, le massacre. L'UOB a 50 ans. L'UOB a 50 ans. Si pour vous, l'UOB ressemble à une université digne de ce nom, c'est qu'il y a un problème. Même des pays, enfin, sans vouloir jeter la pierre à ces pays, même des pays comme le Rwanda, le Burkina, le Niger, qui ont moins de moyens que nous, arrivent à avoir des universités dignes de ce nom. La preuve, on envoie des Gabonais au Ghana, on envoie des Gabonais au Niger. Il n'y a pas longtemps, on envoyait des Gabonais au Niger faire hydraulique villageoise. Je me rappelle bien. On envoie des Gabonais au Burkina. Mais comment ça se fait qu'un pays aussi riche que le Gabon pense encore à envoyer des Gabonais à l'étranger, alors qu'il aurait été plus simple de mettre en place toutes ces structures dans notre propre pays, faire en sorte qu'on puisse créer des filières qui sont en adéquation avec les ressources que nous avons. Par exemple, je sais pas moi, une école, un exemple bête, hein, une école du pétrole, une école du manganèse, une école du bois. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. On a attendu la construction de l'université d'Oyem et de Mouila. C'est de Port-Gentil Mouila, enfin Port-Gentil Mouila ou Oyem Mouila, bref. La BAD avait financé la construction de ces 2 universités à hauteur de 12 milliards et demi chacune. L'université de Mouila et l'université d'Oyem ou de Port-Gentil. Les universités ont déjà été financées. 12 milliards et demi, hein, chacune. Malheureusement, nous n'avons vu que les premières pierres. Mais comment voulez-vous que les gens puissent rester comme ça sans rien dire? Comment voulez-vous concevoir que nous n'allons pas fermer notre bouche? Donc forcément, quand il y a des gens qui interviennent en étant par moments impolis, par moments vindicatifs, mais je pense que c'est dû à un bonjour Mimu. C'est un ras-le-bol généralisé. C'est un ras-le-bol généralisé. Et le pire dans ça, c'est que au moment où le pays est à terre,
il y a des illuminés, des experts en politique gabonaise qui trouvent le moyen de vouloir mettre à mal, parce qu'ils vont essayer de mettre à mal, la personne est très forte, de mettre à mal la personne que nous avons choisie pour que les choses changent. Parce que, apparemment, certes, pour certains, le vote est sacré, pour d'autres, ce n'est pas le cas. Pour certains, tant que ce n'est pas la personne qui est dans leur cœur, ils n'acceptent pas d'accepter les règles démocratiques telles qu'elles ont été établies par toutes les nations. Un homme, un vote. Un homme, une voix. Au Gabon, apparemment, c'est le seul pays, enfin je ne connais pas les autres pays, apparemment c'est le seul pays au monde où, lorsqu'on a été élu, on n'a pas le droit d'exercer. J'ai vu il y a quelques minutes une vidéo de Jean Ping où il disait, il affirmait même que il y a des gens, parce que je veux pas nommer les gens, sans vous allez vous en rendre compte. Il y a des gens hors du Gabon qui ont demandé aux opposants de faire la candidature unique. Parce que c'est le seul moyen de battre Ali Bongo dans les urnes. Ce qui a été fait, nous avons eu une candidature unique. Une personne, comme l'a dit, soi-disant, comme l'a dit Mike Joktan, une personne s'est imposée. Comme par hasard, la personne s'est imposée. Il paraît que Jean Ping s'est imposé, mais bref. Jean Ping a mis le couteau sur la gorge de tous les opposants. Il a dit, c'est moi qui dois être en tête. Bref, ça c'est la petite boutade. Cette personne a été choisie. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, cette personne a été choisie. Ça aurait pu être Miboto, ça aurait pu être Misambo, ça aurait pu être Mike Joktan ou une autre personne. N'empêche que cette personne a gagné. Et nos amis qui nous ont poussés à la candidature unique, avec bien évidemment l'assentiment de la population, parce qu'il faut le reconnaître, les Gabonais avaient estimé qu'il serait mieux d'avoir une candidature unique. Malgré ça, nous n'avons toujours pas accédé au pouvoir. Et ce scénario se répète incessamment depuis 1993. Bien qu'auparavant, il n'y ait pas eu de candidature unique, mais malgré ça, les Bongos ont toujours été battus dans les urnes. J'ai même des gens qui sont venus raconter des inepties, des insanités par rapport à ce qui s'est passé le 31 août. Bien évidemment, le pouvoir en place a utilisé des escadrons de la mort pour massacrer le peuple gabonais. Et comme par hasard, il y a des Gabonais, malgré cela, qui accusent l'opposition d'avoir instrumentalisé la population pour se faire massacrer. Et bien dis donc, comme si c'était l'opposition qui détenait les armes au Gabon. Ça, c'est le point de vue de certains Gabonais qui vivent au Gabon, qui pourtant ne sont même pas dans l'opulence, qui ne sont pas des émergents. Comme on dit vulgairement, des Gabonais Makaya, des Gabonais qui se battent, qui trouvent toujours une raison valable pour légitimer la forfaiture en tapant sur les opposants. Bon, comme certains le diront, il y a opposants et opposants. Donc, avec tous ces éléments-là dont je vous ai fait part, dont beaucoup vous font part tous les jours, certains ont commencé dans les années 80, il y a les grands du Morena originel, il y a le PGP, il y a le PSD l'UPG, autant pour moi, de Mamboundou. Il y a l'Union nationale avec André Bobam. Voilà. Il y a les bûcherons avec André Babesolo. Voilà, toutes ces personnes ont été des présidents élus. Mais malheureusement, pour les raisons que nous connaissons tous, ces personnes n'ont pas pu exercer le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'en face, nous avons toujours les mêmes interlocuteurs qui détiennent tous les pouvoirs. En 2016, nous étions unis. Nous étions unis
certains, pour les raisons qui leur sont propres, ont décidé de se désunir de la majorité. Comme par hasard, ils voulaient faire bataille seule. Jusqu'à preuve du contraire, nous ne voyons toujours pas quelle est la valeur ajoutée qu'ils ont apportée en partant de la coalition. Bon, on m'a fait comprendre qu'il ne faut pas attaquer les gens parce que c'est contre-productif. Mais c'est juste, voilà, pour faire comprendre aux gens que lorsque nous sommes désunis, ben, on fait le lit du pouvoir. Par contre, lorsque nous sommes unis, le pouvoir en face ne peut rien. Et lorsque nous sommes unis, les gens qui sont à l'extérieur ne peuvent rien. Et malheureusement, au Gabon, certaines personnes ne pensent qu'à leurs petits intérêts. On dit bon, petits intérêts. Comment voulez-vous que les gens puissent en sortir si même les personnes à qui le pouvoir donne une certaine visibilité dans les médias se foutent du peuple? Parce qu'il ne faut pas être dupe. Lorsqu'une personne a l'occasion de parler dans les médias d'État, ça veut dire que cette personne est de connivence avec l'État. Ce n'est un secret pour personne. Je n'ai jamais vu depuis 2016 Jean Ping être interviewé par la RTG. Faut pas être dupe, Faut pas être dupe. Les choses se passent ainsi. C'est pas facile. C'est difficile. On savait que ça ne devait pas être facile. Mais ce qui est sûr, c'est que les personnes qui s'accaparent le pouvoir n'ont pas pour ambition de développer le pays. Ils n'ont jamais eu l'ambition de développer le pays et ils n'auront jamais l'ambition de développer le pays. Donc, si certains, comme c'est le terme que nous utilisons ici, si certains opposants contrôlés pensent s'en sortir sans la présence du président élu, c'est peine perdue. Parce que même si les Gabonais ne parlent pas, ça ne veut pas dire que les Gabonais sont dupes. Les Gabonais sont attachés au respect du vote, contrairement à ce qu'on nous fait comprendre, contrairement à ce que beaucoup veulent dire, nous faire comprendre que les élections sont derrière nous. Mais quand quelqu'un se lève en disant que les élections sont derrière nous, cette personne a fait des sondages, cette personne a interviewé des Gabonais, cette personne a un parti politique avec des adhérents, déclaré au ministère de l'Intérieur. Non, non, non. Tout ça, c'est de la démagogie, c'est de la politique politicienne pour endormir les Gabonais. Maintenant, ceux qui ont les ambitions politiques, c'est votre droit. C'est votre droit le plus légitime. Et de surcroît, si vous êtes Gabonais, parce que on peut avoir des ambitions politiques que si on est Gabonais. Si on n'est pas Gabonais, on ne peut pas avoir des ambitions politiques au Gabon. Ça, c'est clair, net et précis. Ça, c'est clair, net et précis. On ne va pas aller au-delà de ça. Il faut être Gabonais pour avoir des ambitions politiques au Gabon. Maintenant, ceux qui sont Gabonais façon, ça, c'est leur problème. Ça, c'est leur problème. Si c'est parce que vous mangez dans les salons feutrés à Paris avec certains politiciens français qui vous vendent un rêve, je suis désolé, le combat du Gabon, c'est pas en rêvant. Le combat du Gabon, il faut descendre sur le terrain. Quand on est dans une politique, il faut aller à l'encontre des Gabonais. C'est pas sur Facebook, c'est pas sur Twitter qu'on combat le système. C'est sur le terrain. Ce que nous faisons dans la diaspora, moi personnellement, je ne suis pas politicien. Je parle de politique, je ne suis pas politicien. Je n'ai pas pour ambition de faire de la politique. Que je fasse des erreurs ou pas, de communication ou pas, ça n'engage que moi. Parce que je n'ai pas d'ambition politique. Ça ne me dit rien. Certains le font très bien. Certains sorciers savent faire la sorcellerie, ils le font très bien. Moi, ce n'est pas mon ambition. Ma seule et unique ambition, c'est de faire en sorte que la personne que nous avons élue puisse accéder au pouvoir. Comme ce fut le cas dans les années précédentes. La preuve, là, j'ai un frangin avec qui j'étais à l'USTM, qui sait ce qui s'est passé en 98, lorsqu'on avait
voté Mamboudou à l'USTM, la personne se reconnaîtra, elle est là. Elle sait ce qui s'est passé à l'USTM. Nous avons été presque bastonnés par certains militaires parce que on accusait les étudiants de l'USTM d'être des pro-Mamboudou. Voilà, mon frère, il connaît. Voilà, c'est tout. Donc, contrairement à ce que les gens veulent dire, nous ne sommes pas des fanatiques de Ping. Et la preuve, Ping n'accepte pas qu'il y ait des fans. Nous ne sommes pas ces fanatiques. Nous ne serons jamais les fanatiques de Ping. Par contre, nous sommes résolument respectueux du vote. Donc, nous encourageons Ping parce qu'il a été élu. Nous n'encourageons pas Ping parce que c'est notre ami, mais nous l'encourageons parce qu'il a été élu. Comme ce fut le cas précédemment avec André Baobam, paix à son âme, Pierre Mamoudou, paix à son âme, et M. Paul Ba Abessolo. Voilà le Gabon qui est défendu par les Gabonais. Le respect du vote, le respect de la souveraineté, pas le copinage, pas les fratries. Je ne fais pas la politique parce que j'ai un frère opposant. Je parle de politique parce que je veux que les choses changent et que les conditions de mes compatriotes puissent s'améliorer. Maintenant, les gens qui sont au gouvernement putschiste, je vous dis clairement que votre temps est compté. Parce que la misère sociale dans laquelle vous mettez les Gabonais, c'est une misère sociale qui va se transformer en bombe. Quand on dit bombe, ça veut dire que vous ne saurez pas de quel endroit la contestation sortira. Vous ne saurez pas de quel endroit la violence viendra. Parce que vous êtes en train d'étouffer une partie de la population, vous êtes en train d'étouffer les Gabonais. En même temps, vous êtes en train de les mentir en faisant comprendre que les choses vont s'améliorer. Le pétrole du Gabon est hypothéqué. Ça, c'est pas un mensonge. Parce qu'il n'y a pas longtemps, les émergents avaient perçu de l'argent sur des éventuelles extractions de pétrole. Donc, de l'argent a été octroyé à l'État gabonais sur des futures ventes de pétrole. Ça veut dire que le pétrole qui est extrait à l'heure actuelle a déjà été vendu. Et c'est-à-dire que le pétrole, l'argent que nous avons reçu il y a 2-3 ans, quand le pétrole était, je sais pas moi, à 30 ou 40 $, la plus-value que nous aurons quand le pétrole montera, ben, cette plus-value n'ira pas dans les poches des Gabonais. Je suis désolé. Il faut qu'on vous le dise. Et là, prochainement, le FMI va revenir au Gabon pour nous accompagner. Maïs Mouissi a été très clair parce que moi, je ne suis pas économiste. L'économiste, c'est Maïs Mouissi. Donc, je ne prétends pas être comme Maïs Mouissi. Par contre, je l'affirme haut et fort. Je suis allé lire ce que Maïs Mouissi a écrit et je répète ce que Maïs Mouissi a dit. Le FMI ne vient pas au Gabon pour développer le Gabon. Le FMI vient au Gabon pour combler le découvert du Gabon. Donc, si le Gabon doit 100 $, le FMI prête au Gabon 150 $, on rembourse 100 $, et on doit encore 50 $. Voici comment marche le FMI. Le FMI n'a pas pour ambition de développer le Gabon. Donc, lorsque vous voyez le bègue là, Ogandaga, Jean-Marie Ogandaga, qui racontait des émissions pendant 3-4 ans, et lorsque vous voyez la dame Nadine Roboti, qui vient affirmer, oui, le FMI va bientôt venir pour nous aider. Mais cette dame oublie de vous dire que le FMI, lorsqu'il vient, le FMI pose ses conditions. Le FMI te prête de l'argent à des taux qui ne t'arrangent pas. C'est ça la réalité. Donc, lorsque on a un pays tel que le Gabon, qui a une dette de 6500 milliards en 2021, avec une population de 2 millions d'habitants,
Et quand on voit qu'au Mali, la dette du Mali est à 2500 milliards, avec une population 5 ou 6 fois ou 10 fois plus élevée que la nôtre, c'est qu'il y a un gros problème. On a une dette comme si on était 30 à 40 millions d'habitants. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Là où je rejoins cette dame qui dit que la dette en tant que telle n'est pas mauvaise, elle n'a pas forcément tort. Mais la dette est mauvaise si on s'est mis à emprunter de l'argent pour acheter des avions, pour acheter des habits ou pour acheter des bâtiments privés à l'étranger. Voilà à ce moment-là que la dette devient dangereuse. La dette n'est pas dangereuse à partir du moment que le pays ait utilisé cet argent pour construire des infrastructures. Malheureusement, quand on regarde l'état du Gabon en 2009, on fait une copie de 2009 et on regarde la même copie en 2021. Je suis désolé, c'est plutôt qu'on est parti vers une dégradation du pays. Lorsqu'on a du mal à faire 7 km, PK5, PK12, on a du mal à faire 7 km et que on rêve de faire 700 km, je pense que ces gens-là croient au Père Noël. Parce que si le Père Noël ne vient pas t'aider à faire 7 km, oh Agnambié, ils ne viendront pas t'aider pour faire 700 km. Hein. Ça, c'est mathématique. Mon grand frère Franck est là. Je sais que Franck Ditengo, mon frère, lui, il aime les chiffres. C'est lui, faut pas l'embrouiller avec lui. Quand tu parles, il faut des chiffres, il faut des preuves. Hein? Mon oncle Akouré Davin a dit la trans PK5, PK12, 7 km. 1 km, 1 an. 7 km, 7 ans. En combien d'années pensez-vous faire les 700 km de la Transgabonaise? Je ne suis pas fort en calcul, mais je pense que là... oh! Mais le problème c'est que... Oh, on va rigoler, hein, parce que là, il faut un peu rigoler. Avant que la Transgabonaise finisse, mais on sera tous morts. Oh! Si on a mis 7 ans pour faire 7 km, oh, Franck, FG, pour faire 700 km, mais on sera tous morts. On n'aura pas le temps de voir la fin de la Transgabonaise. Agnambié. Oh, 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 Osuka, vraiment, c'est fort. Oh, non, les gars, vous êtes forts. Non. Des fois, on fait des lives, on essaie d'être sérieux, on veut pas rigoler, mais vous nous faites rire. Je ne suis pas fort en calcul. 7 km, 7 ans. 1 km, 1 an. En quelle année pensez-vous voir la fin des 700 km? Ah, papa a couru d'avant, tonton. Mais je ne pourrais pas voir la fin des 700 km. C'est pas possible, je serais déjà mort. Oh! Donc Osuka qui a posé la première pierre. Je ne sais pas si c'est la première pierre. Mais personne ne verra les 700 km. Les gars. Hein? Même nous là, nous qui étions petits là, quand on était petits, et les parents qui nous disaient, ah mon fils, mais les Yougoslaves là, les Yougoslaves de Toput, ils ont fait le boulevard triomphal dans les années 70. Mais ils ont bien travaillé. Je dis ça, comment ça? Mais la route est toujours là. La route du boulevard triomphal est toujours là. Bon, même si elle est un peu cabossée, mais la route a plus de 40 ans. Mais depuis que Colas est arrivé, Colas avance, mais la route n'avance pas. Oh! Non! Regardez un peu comment les frangins, on a des frangins au Gabon là. Il y a Christian Rekula, le frangin. Il y a Patrick Oyabi. Les frères, ils font des efforts de faire des lives pour montrer la situation dans laquelle se trouve notre pays au niveau des infrastructures. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Regardez les bars catchers du Gabon, de Libreville. Il
Il n'y a rien. À quel moment le développement est arrivé? À quel moment? Donc, lorsqu'on fait comprendre que le FMI arrive, que la Banque mondiale nous accompagne, mais à quel moment, nous au Gabon, on arrive à construire des choses avec nos propres fonds? À quel moment la richesse du pays nous sert à construire des choses sans qu'on ne fasse appel à l'aide extérieure? Certains ont même trouvé un exemple assez cocasse qui est vraiment, qui fait vraiment mal. Même pour construire des toilettes dans une école, il faut demander de l'aide au FMI ou à l'AFD. Ça, c'est normal? Ça, c'est normal? Au Gabon, on ne sait pas, même quand on veut être objectif, on a du mal à leur trouver des circonstances atténuantes. Bon, certains diront oui, oh mon frère, tu es trop méchant, vous gaspillez l'image du Gabon à l'étranger. Oh, il y a la Covid-19, vous voyez que tout le monde a des problèmes. Mais les gars, ok, il y a la Covid-19. Mais avant la Covid-19, qu'est-ce qui a été fait? Avant la Covid-19, qu'est-ce qui a été fait? Ça peut paraître méchant, mais imaginez-vous un jour, enfin, bon, c'est pas probable, mais imaginez-vous un jour qu'il y ait un tremblement de terre au Gabon, que tous les bâtiments tombent, s'écrasent. Mais il faudra quoi? 1000 ans pour reconstruire le Gabon? Alors que dans d'autres pays, c'est des dizaines d'années. On a vu la Chine dans les années 30-40. La Chine ne ressemblait à rien. Maintenant, les années 2100, la Chine est quasiment la deuxième, troisième puissance mondiale. Bon, certains diront oui, les Chinois travaillent, les Chinois ont reçu de l'aide. Je dis, mais l'aide que les Chinois reçoivent, c'est pas la même aide que nous recevons également. Non, les Chinois, ils sont formés. Mais je dis, mais nous, si on a formé des gens, comment à chaque fois on a besoin de l'aide extérieure? Et même quand l'aide extérieure vient, cette aide, elle est biaisée. On fait appel à des organismes, mais ces organismes ne viennent pas nous aider à développer le pays. Vous avez l'AFD. L'AFD, ça fait plus de 70 ans qu'ils sont au Gabon. Mais à quel moment vous avez vu le développement du Gabon? À quel moment? À quel moment? À quel moment? À quel moment? Parce que l'AFD, dans la convention de prêt qu'il y a eu entre le Gabon et l'AFD, il n'y a pas eu que les écoles et les hôpitaux. Il y a aussi la construction des bassins versants. Donc, les bassins versants, c'est des canaux, enfin un canal, enfin bref, qui permettent de faire circuler l'eau lorsqu'il y a des grandes intempéries. Malheureusement, ça a été financé, on ne voit pas les réalisations. C'est-à-dire qu'au Gabon, à la moindre rosée, les gens sont inondés. Et ça s'empire d'année en année. Donc, tout ce qu'on vous dit, c'est que avec le climat social, économique et politique, on vous affirme que 2021 sera encore pire que les années précédentes. Maintenant, ceux qui se préparent pour 2023, ils sont légitimes. Hein. S'ils sont gabonais, c'est leur droit le plus légitime. Mais de grâce, préparez votre campagne éventuelle, parce que même 2023, on ne sait pas s'il y aura des élections en 2023. Faites ce que vous avez à faire, mais par contre, ne venez pas nous embêter. Restez dans votre couloir, ne venez pas nous embêter. Nous, on sera toujours au Trocadéro à créer Jean Ping président. Il n'y a que ça qu'on sait faire, tant mieux. On va continuer à faire en sorte que le Gabon change. On va continuer à être derrière la personne que nous avons élue. Par contre, ne venez pas nous embêter. Restez dans votre coin. Nous n'allons jamais venir vous chercher. Par contre, le seul moment où on viendra vous chercher, c'est le moment où vous allez nous critiquer et vous allez porter des accusations à l'emporte-pièce sur la personne que nous avons élue. Faites votre merde de votre côté. Si vous arrivez à avoir des électeurs, si vous arrivez à faire le tour du Gabon, si vous avez des adhérents qui vont vous suivre, tant mieux. Mais laissez-nous de notre côté créer Jean Ping président. Laissez-nous faire notre cham et laissez-nous dénoncer la mascale qui se trouve au Gabon. Par contre, il y a aussi un autre problème, c'est que
depuis octobre ou novembre 2018, si un opposant contrôlé arrive à nous dire où se trouve Ali Bongo, chapeau. Parce que franchement, depuis novembre 2018, ce que la personne là faisait souvent avant et ce qu'elle fait maintenant, c'est carrément le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Ils utilisent les gars là ne savaient pas à quoi correspondait le rôle d'un dictateur. Aller en voyage, il ne fait plus. Aller aux cérémonies d'investiture des présidents africains, il ne fait plus. Venir à Paris, il ne fait plus. Pourtant, Paris, c'était la destination privilégiée de la famille Bongo. Ils ne viennent plus. Omar Bongo était là chaque année à Paris. Ali Bongo, le vrai Ali, était là quasiment chaque année. Même son avocat avait dit que la santé d'Ali Bongo évoluait à une vitesse exceptionnelle, exponentielle. Apparemment, on ne voit rien. On nous fait comme Ouattara est venu en disant qu'Ali Bongo était très en forme. Le mec, tout le temps il est en live, préenregistré, tout le temps on le voit sur Twitter, mais on ne le voit jamais hors du Gabon. Hors du Gabon. Même en Guinée équatoriale, on ne l'a pas vu. En Côte d'Ivoire, on ne l'a pas vu. En Guinée-Conakry, on ne l'a pas vu. Au Ghana, on ne l'a pas vu. Sûrement au Congo à côté, on ne le verra pas. Par contre, il y a des gens qui nous disent que le boss est là, il travaille, il est occupé. Bien. En tout cas, si vous croyez au Père Noël, continuez de croire au Père Noël. En tout cas, on vous dit à très bientôt. La lutte continue. Et continuons de faire ce que nous avons à faire. Tôt ou tard, les choses changeront. Hein. Parce que le Gabon appartient aux Gabonais. Le Gabon appartient aux Gabonais. Et tôt ou tard, il faudrait que les enfants que nous avons eus là puissent avoir un pays propre. Parce que il y a mon frère, il y a mon grand frère qui est là, qui me regarde. Quand on était à l'USTM, même si on vivait pas bien, mais on avait quand même le minimum. Contrairement à la nouvelle génération, ils n'ont quasiment plus rien. En tout cas, bien des choses à vous. La lutte continue. Les experts en économie, là, le ministère de l'économie, Nadine Roboti, j'espère que tu vas relancer l'économie, enfin lancer l'économie parce qu'on l'a jamais lancé. Et j'espère que tu apprendras à dire la vérité aux Gabonais parce que à chaque fois que vous allez mentir aux Gabonais, vous allez nous trouver. On ne va pas vous insulter, on ne va pas être méchant avec vous, on va vous dire la vérité avec vos propres turpitudes, avec vos propres mensonges. On va les mettre à mal. Dites à Jessie et Koga de bien travailler. Hein, petit frère, faut bien travailler. Hein? Il paraît que tu es Gabonais. Tu es esclave d'une étrangère. C'est bien, continue. C'est bien. Hein? Continuez à être esclave des étrangers dans votre propre pays. Ça ne sert à rien de proférer des menaces par personne interposée. Ça ne sert à rien. Parce que qui tue par les âmes, périt par les âmes. C'est biblique. Hein? Allez. Bonne journée à vous. Que Dieu vous bénisse. Jean Ping, président. Ciao.